Grand Dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Mauni. Cheniberi. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, bienvenue. Vendredi 30 octobre, et comme tous les vendredis, c'est le rendez-vous habituel du Grand Dialogue dédié à nos collègues de la presse. Bienvenue donc au Forum de la presse. Au menu de ce 30 octobre, nous vous proposons de parler de la situation sécuritaire avec ce raid des FAMA dans la région de Mopti contre des extrémistes religieux. Nous allons parler de la commission Vérité, Justice et Réconciliation qui a présenté ses 15 membres, de la réunion, de la 5e réunion du comité de suivi des accords de paix. Ensuite, l'opposition malienne se plaint de ce qu'ils jugent être un écart de langage de la part du chef de l'État à leur endroit. Nous en dirons 2 mots, si le temps nous en permet. Avec nous dans ce studio pour en parler, Gaussou Drabo du quotidien national L'Essor, Abdoulaye Niang de la radio Dambé et Mamadou Alpha Maïga, ancien du Figaro et du Courrier international, qui est aussi écrivain, va nous rejoindre en cours de route. Pour animer cette émission, je suis Ousmane Diadje Touré et la mise en onde d'Ia Gagni Kanté. Bienvenue. Des combats ont opposé hier dans la région de Mopti des groupes terroristes aux militaires maliens en opération de ratissage. Ces affrontements ont eu lieu dans la forêt de Thiébana, dans la localité de Tassilma. Selon l'AFD, 5 terroristes auraient été tués et plusieurs autres blessés. C'est dans le cadre d'une vaste opération menée depuis quelques jours par l'armée malienne dans la région de Mopti. Ces affrontements se sont déroulés dans une zone qu'on dit boisée, à une trentaine de kilomètres de la frontière avec le Burkina Faso. La forêt de Thiébanda, dans la localité de Tassilma. Selon certaines sources citées par l'AFP, dans cette zone, les islamistes tentaient d'installer une base. Toujours selon la même source, la forêt de Thiébanda, qui est dense, abritait des terroristes qui avaient comme agenda d'attaquer le Mali et le Burkina Faso. L'armée a constaté du matériel militaire lourd sur place, mais fort heureusement, l'armée ne déplore aucune perte de son côté. Est-ce que, Gaussou Drabo de l'Essor, est-ce que vous pensez que c'est plutôt une bonne nouvelle ? Non, c'est une très bonne nouvelle parce qu'effectivement, il y avait nécessité de se préoccuper de la montée de l'insécurité dans la région de Mopti. Ainsi que vous avez pu le constater, c'est peut-être la région qui n'a pratiquement pas observé la trêve de l'hivernage. Parce que d'habitude, les conditions climatiques rendent le déplacement sur le terrain difficile et pendant cette période, les accrochages, les actions terroristes baissent d'intensité. Mais vous avez vu qu'à Mopti, quand même, il y a eu une régularité de perpétration d'actes terroristes. Donc, et il y avait aussi le développement chez les populations d'un sentiment d'abandon par les autorités, ou tout au moins d'un sentiment que les autorités ne mesuraient pas à leur vraie gravité l'action des groupes terroristes, qui d'ailleurs ne frappent moins dans les grandes villes que dans les localités d'importance moyenne. Donc le fait d'aller à un repère de terroristes, d'engager le combat avec ceux qui sont sur place et leur infliger des pertes importantes constitue quand même une bonne nouvelle pour les populations de la région. Abdoulaye Niang, Radio Dambé, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'armée malienne se réveille enfin ? Oui, l'armée malienne est toujours réveillée et fait face à la situation avec les moyens de bord. Parce que c'est grâce à cette armée que nous sommes jusqu'à présent dans la quiétude à Bamako, même si dans certaines zones, l'insécurité règne. Mais je pense que les signaux sont alarmants parce que les terroristes aussi ont une stratégie et ils font toujours des actions pour laisser penser qu'ils existent. Parce qu'après Fakola et Nara, donc des attaques entre le Mali et la Côte d'Ivoire, donc ils avaient quand même observé un moment d'accalmie, si on peut dire ainsi. Maintenant, j'ai l'impression que la situation se déplace un peu vers le côté burkinabé. On se rappelle les attaques contre les gendarmes burkinabés. Donc ça veut dire que cette lutte contre le terrorisme n'est pas une affaire concernant seulement le Mali, mais toute la sous-région. Boko Haram qui menace le Niger et le Tchad et même le Cameroun. Donc les terroristes qui ont leurs bastions au nord du Mali, qui menacent la Côte d'Ivoire, et également l'Algérie, la Mauritanie et bien sûr tout récemment le Burkina Faso et les restes suivra. Alors
Gaussou Drabo de l'Essor, est-ce que vous pensez que ces problèmes au Burkina ont permis à ces terroristes d'essayer d'établir une base aussi vers ces zones-là qui sont éventuellement moins contrôlées quand il y a des problèmes dans les pays? Oui, je crois que de toute façon, lorsque vous regardez la propagation du terrorisme dans la sous-région, vous voyez que ils ont fondamentalement intérêt à semer l'instabilité dans un maximum de localités et dans un maximum de pays. Pour mettre les gens sur un pied de guerre, pour effrayer la population, pour éventuellement se ménager des points de repli. Donc qu'ils aient porté le conflit vers le Burkina, lorsque vous regardez du point de vue strictement militaire, de manière classique, c'est une absurdité, mais du point de vue de la dissémination terroriste, ça correspond exactement à leur mode d'action. Et c'est pour ça que... Parce que leur principale... disons, une de leurs principales armes est l'effet de surprise. Vous avez vu comment ils sont revenus au Niger, attaquer des villages qui avaient été déjà attaqués et dans lesquels les gens croyaient que le pire était passé. Donc, effectivement, cette propension à étendre constamment le champ d'action est une caractéristique du terrorisme, malheureusement. Alors, Abdoulaye Niang de Radio Dambé, Bamako, Sikasso, sans parler de Nara, Fakola, des régions nord, quand est-ce que ça va cesser finalement? Je ne pense pas que ça va cesser ainsi, parce que le gouvernement ne donne pas de signal positif. Donc, à ce sens que la lutte contre le terrorisme exige une armée forte et bien disciplinée et bien équipée. Le président de la République a sémé la psychose au sein de la population en disant que la puissance l'empêche donc de se procurer des armes pour son armée. Donc comment faire face à des attaques terroristes, des combattants aguerris avec des moyens militaires sophistiqués dont la provenance reste à déterminer. Donc le Mali, moi je ne voudrais pas que le gouvernement nous engage dans une lutte contre le terrorisme, parce que ça a des implications trop fâcheuses pour notre République. Le problème du Nord devrait être résolu comme un simple problème sécuritaire, non comme une guerre contre le terrorisme. Le gouvernement a trop dit et s'est laissé emporter, je ne sais par quoi. Mais en réalité... Donc vous pensez que ce n'est pas une guerre contre le terrorisme, ça ne devrait pas être ainsi, parce qu'on risque de voir les scénarios afghans donc sur notre territoire. Parce que quand on voit le Barkhane qui est venu pour combattre le terrorisme, la façon dont ces forces-là s'implantent, ça nous donne le signal que ça va durer des décennies et voire plus. À mon avis, toutes ces forces coalisées en Afghanistan, et ça n'a pas donné grand-chose. Le président du Niger, Mamadou Issoufou, depuis 2012, avait lancé ces cris d'alarme en disant que si on ne fait pas attention, parce qu'il y avait des éléments pakistanais et autres qui étaient visibles au nord, il a dit qu'il faut faire attention à ce qu'on retrouve sur notre territoire les scénarios afghans. Donc, tous les indices sont là pour nous montrer que nous sommes en train d'aller vers ces points désagréables. Alors moi, je veux vous poser une question. C'est-à-dire qu'il y a quand même des procédés terroristes dans le pays. Il y a quand même des IED qui explosent par-ci, par-là. Il y a quand même des extrémistes religieux. Donc, quand vous me dites que ce n'est pas un problème d'extrémistes religieux... Il y a des extrémistes religieux partout dans le monde. Que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis. Vous avez l'agression contre les Noirs, c'est une forme d'extrémisme, mais ça, côté racial. Il y a des extrémistes religieux partout. Maintenant, la résolution, le mode de résolution du problème, la gestion du problème, c'est ce qui pose problème. Je pense que le gouvernement est allé trop vite dans la lutte contre le terrorisme. Je pense qu'on ne devrait pas nous embarquer dans ça. Il fallait traiter les problèmes comme un problème sécuritaire. Alors, Gaussou Drabo de l'Essor, est-ce que vous pensez qu'on n'a pas de problème de terrorisme au Mali? S'il y a un problème de terrorisme. Non, c'est très simple. Je suis étonné par le propos de Niang parce que j'ai l'impression qu'il ferme les yeux sur la réalité. La réalité, qu'est-ce que vous avez à Mopti? Dans la région de Mopti, nous avons 3 formes de terrorisme. Celui qui est à Mopti
ne ressemble pas à celui qui est dans le nord, qui ne ressemble pas à celui qui a voulu s'implanter dans la région de Sikasso. Dans la région de Sikasso, ce qui a éradiqué le problème, c'est qu'il y a eu une réponse vigoureuse, non seulement au Mali, mais également de l'autre côté en Côte d'Ivoire. Les gens ont été chassés de la forêt de Sama où ils étaient, ils ont été traqués, on les a identifiés, on a identifié les filières par lesquelles ils étaient financés, on a identifié les filières par lesquelles ils ont été armés et c'est comme ça qu'on les a neutralisés. C'est pas l'insécurité. L'insécurité, c'est quelqu'un qui vient vous braquer la nuit chez vous et tout cela. La police s'en charge. Si vous envoyez les policiers sur le terrain pour combattre les terroristes, je crois que vous ferez en sorte que ce problème perdure. Nous n'avons pas le choix. C'est eux qui sont venus chez nous. Ce n'est pas nous qui avons provoqué le terrorisme. Nous n'avons pas créé les conditions. Ils ont trouvé que le Mali était un terrain d'exercice idéal. Ils sont venus et ils ont essayé de s'installer et ils essayent de s'implanter et ils essayent de se fortifier. Vous voulez quoi? Qu'on reste assis à les regarder? Vous allez voir dans les populations au nord du pays, dites-leur qu'il n'y a pas de terrorisme au Mali et qu'on ne doit pas le combattre. Je serais très étonné de la réponse qu'ils vont vous donner. Moi, à mon tour, Alors, je suis très étonné des propos de mon tonton de l'Essor. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas des attaques. Je n'ai pas dit non plus qu'il n'y a pas d'insécurité. Mais vous dites qu'il n'y a pas de terrorisme au Mali, c'est bien ça? Je n'ai pas dit non plus qu'il n'y a pas de terrorisme au Mali. J'ai plutôt dit que le gouvernement nous a trop vite embarqués dans l'aventure des Occidentaux en disant que le Mali est engagé dans la guerre contre le terrorisme. C'était trop dit. Alors, une question, on a vu, je ne sais pas, parce qu'il y a des jeux de mots. Vous appelez terroriste ou bien djihadiste? Je veux savoir. Ouais, quelle est la différence à votre avis? Je veux savoir. Non, comme c'est vous qui posez la question, alors, dites-nous la le terrorisme, et on discute. C'est la terreur. Les gens qui sèment la terreur. Donc s'il y a des gens qui sèment la terreur, on fait une distinction. Je dirais une distinction discriminatoire entre un groupe qui pose les mêmes actions et qui est fréquentable et d'autres groupes qui ne sont pas fréquentables. Alors, est-ce que vous pensez, par exemple, tous... est-ce que vous pensez que des patrouilles mixtes entre les groupes armés de la CMA, de la plateforme, plus les FAMA pourraient contribuer à ramener cela relève l'ordre? C'est la relève de l'irresponsabilité. Ça ramènerait l'ordre ça relève de l'irresponsabilité du gouvernement. Le maintien de la sécurité, la protection du territoire relève de l'armée nationale et pas un groupe armé. Donc, on pose des problèmes, les terroristes, mais enfin, qui sont derrière ces terroristes? Qui les finance, ces réseaux des terroristes? Qui les finance en réalité? Qui leur dote en matériel militaire et autres? Je veux bien savoir. Donc, c'est pourquoi j'ai dit qu'on nous a trop vite embarqués dans cette histoire. Le gouvernement devrait bien poser le problème, bien réfléchir et doter l'armée d'équipements adéquats pour faire face à la situation. Si l'armée était une armée forte aujourd'hui, on ne serait pas là en train de discuter de ce sujet. Alors, donc, selon vous, quel est le problème exact? Le problème exact est que le Mali, les puissances occidentales, depuis le 11 septembre, l'Amérique s'est lancée dans une histoire de lutte contre le terrorisme dans le monde. On va en Afghanistan pour combattre Al-Qaïda, au contraire, on en fait un phénomène mondial. Et la France aussi crée son 11 septembre avec Charlie qui se lance dans le monde pour la lutte contre le terrorisme. Et on vient toujours se ruer sur nous parce qu'il y a des intérêts géostratégiques, des ressources naturelles importantes. Ils viennent s'installer définitivement. On est venu pour lutter contre le terrorisme. Alors qu'en réalité, ces gens-là, quand on voit leur matériel de guerre, mal nourris, les combattants, mal habillés, mal vus, mais avec des matériels sophistiqués qui n'est pas donné même à tout gouvernement d'avoir. Donc, moi, je ne peux pas comprendre que les gouvernements suivent encore ces mêmes puissances dans cette histoire de lutte contre le terrorisme, en réalité qui est contre l'islam. On est en train de confondre. Studio Tamani, il est 18h30, une courte pause et nous reviendrons sur ce plateau. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Vendredi 30 octobre, bienvenue au Forum de la presse pour ceux qui viennent de nous capter. Nous sommes en train de discuter de la situation sécuritaire avec le Raid des femmes à Mopti. Nous allons parler de la commission Vérité, Justice, Réconciliation. Nous allons parler de l'opposition malienne qui se plaint d'un écart de langage, selon eux, du président de la République. Et si le temps nous le permet, éventuellement, nous dirons 2 mots sur ce drame de Mina, où il y a quand même plus de 300 victimes maliennes. Alors, nous sommes dans le studio avec Gaussou Drabo du quotidien L'Essor, Abdoulaye Niang de la radio Dambé, et si tout va bien, nous serons bientôt rejoints par Mamadou Alpha Maïga, journaliste, écrivain. Alors, Monsieur Drabo de L'Essor, est-ce que vous pensez qu'une patrouille mixte entre les différents protagonistes plus les FAMA pourrait ramener la sécurité dans le nord du pays? C'est une tentative. Je suis d'accord avec Niang lorsqu'il dit que c'est le devoir de l'armée d'assurer la sécurité du territoire. Mais je crois qu'entre nous-mêmes, Maliens, nous devons reconnaître pour le moment que nous n'avons pas la possibilité de sécuriser l'intégralité de ce territoire avec seulement notre armée. Il y a des partis qui ont signé un traité de paix et de réconciliation. Donc il faut tester leur bonne volonté, puisqu'ils disent reconnaître l'intégrité du Mali, qu'ils reconnaissent l'unité nationale. Donc il faut les impliquer dans la tâche de défense du territoire national. L'ennemi identifié, c'est les djihadistes ou bien les terroristes selon, disons, l'acceptation du mot par mon jeune frère Niang. Mais l'ennemi est identifié. Donc il faut tester la bonne volonté et l'implication de ceux qui se disent en faveur de la paix et de la réconciliation. Ils ont pour eux une très bonne connaissance du terrain. Ils ont également pour eux une habitude des méthodes de lutte dans le désert. Donc ça veut dire qu'ils peuvent apporter un plus dans l'armée. C'est pour ça que logiquement on les appelle et on verra bien comment cela marche. Mais lorsque vous regardez dans le traité de paix pour la paix et pour la réconciliation, vous voyez que c'est quand même un ensemble organisé. Ce n'est pas des gens qui viennent s'additionner et ensuite on va sur le terrain comme cela. Il y a à conformer ça selon des schémas militaires pour que les patrouilles fonctionnent comme une patrouille militaire classique. Alors, moi, je trouve vraiment ridicule. Dites-moi, après la signature de l'accord de paix en juin dernier, oui. On voit les gens de la CMA qui viennent à Bamako, on voit qu'il y a une délégation qui va à Kidal, ce qui veut dire quand même qu'il y a une certaine avancée. Pas plus tard qu'il y a une semaine, il y a eu quand même cette avancée significative avec la plateforme et la CMA qui se sont entendus sur la question d'Anefis. Est-ce que tout ça ne va pas au profit de la paix ? Une avancée dangereuse, entre guillemets. Je m'explique. Quand, après la signature de l'accord de paix, comme mon confrère M. Drabo vient de le dire, qui reconnaît l'intégrité territoriale et la souveraineté du Mali, qu'est-ce qui empêche les ministres maliens d'aller faire l'ouverture des classes à Kidal? On tombe d'accord, après on dit non, on ne reçoit pas un ministre malien chez nous. Et qu'est-ce qui se passe? C'est les patrons du MLA qui procèdent à l'ouverture solennel des classes à Kidal. Ce qui veut dire, c'est que ça veut dire un signal qui inquiète ceux qui tiennent à l'unité du Mali. Encore, patrouille mixte, moi je trouve ça ridicule. Les mêmes individus... Étant donné que vous avez parlé vous-même de faiblesse quand même de l'armée malienne aujourd'hui, logistiquement, est-ce que l'armée est prête? L'armée se trouve dans une conjoncture politique nationale et internationale qui la paralyse. Le président l'a dit à Sigasso. Donc, le gouvernement n'est pas déterminé. Sa priorité n'est pas le renforcement de l'armée. On parle des lois de programmation militaire, mais en réalité, ça ne va pas avoir un impact. Moi, je ne vois pas comment est-ce que ça va avoir un impact. Ce n'est pas donner des logements, quelques primes pour améliorer les conditions de vie des militaires, ça c'est bien. Mais l'armée a besoin de plus que ça. On a vu l'armée malienne telle que nous l'avons connue au temps de Modibo, au temps de Moussa, ce n'était pas celle-là. On est en train de nous faire croire qu'on est sur la voie. Alors que malheureusement, le temps oblige. Quand vous dites, je vais en venir, la résolution 22-27 demande au groupe signataire de se démarquer
des groupes terroristes. Ça veut dire que même le Conseil de sécurité reconnaît que les groupes qui sont appelés fréquentables collaborent avec les terroristes. Ce sont les mêmes individus qui ont attaqué le Premier ministre Moussa Mara à Kidal. Ils ont fait les opérations sur Kidal, ils ont pris ensemble Gao, ils ont pris ensemble Tombouctou. Donc moi je ne vois pas pourquoi on essaie de faire le départ. Je suis content que Niang parle de terroristes au Mali, enfin. Oui. Nous allons parler donc de ce deuxième thème de la commission Vérité, Justice, Réconciliation, commission qui a présenté ses 15 membres, 16 à l'origine, on se retrouve à 15 membres aujourd'hui. Les travaux de cette commission couvrent une période qui s'étend de 1960 à 2013 et porteront sur l'ensemble des causes des conflits ayant affecté le nord du Mali, conformément à l'article 3 de l'ordonnance 2014-003 PRM du 15 janvier 2014. Elle est chargée d'enquêter sur les cas de violations graves des droits de l'homme individuels ou collectifs commises durant cette période au Mali, avec en avant quand même cette commission qui a un accent particulier sur les violations faites sur les femmes et les enfants. La commission ne fait pas que des heureux. Aujourd'hui, elle est fustigée par beaucoup de gens, elle est critiquée par certains. Nous allons écouter Saloum Traoré, directeur exécutif de Amnesty International Mali, qui nous donne ses impressions. Lorsque j'ai vu la commission, la première idée qui m'est venue en tête, c'est, écoute, est-ce que je suis en face d'une commission de réconciliation ou une commission vérité, justice et réconciliation? Parce qu'il y a une nuance, vous savez. Parce que qu'est-ce que je vois? À part quelques éléments d'une société civile, tout le reste, c'est les belligérants. C'est ceux même qui étaient en train de combattre. C'est comme si on les met ensemble pour dire, bon, réconciliez-vous. Et puis, bon, on a amené quelques personnes, Swagi, je ne sais comment, pour représenter la société civile. Bon, il faut quand même reconnaître qu'il y a certaines personnes qui sont méritantes là-dedans. Mais, comme Maître l'a dit, nous étions vraiment surpris. Parce que pour nous, il ne s'agit pas seulement d'avoir des gens qui viennent ici et qui viennent bavarder. Il s'agit de prendre dans la société les gens qui se soucient de ces victimes. Gaussou Drabo, une réaction par rapport à cette intervention de Saloum Traoré de Amnesty International Mali? Oui, la remarque de M. Traoré est juste, hein, parce qu'il y a, au départ, il y a, disons, selon quel principe la commission est composée. Ici, le gouvernement a choisi de faire un mix des parties prenantes dans le conflit et de la société civile. On aurait pu faire intégralement société civile. Bon, je crois que c'est dans la volonté d'assurer à la commission un accompagnement lorsqu'elle va aller sur le terrain. Et l'essentiel, à mon avis, va venir du travail que vont faire les techniciens dans les 7 commissions qui composent, des 7 sous-commissions qui composent la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Parce que au-delà de l'aspect politique, il y a un gros travail à faire par les techniciens spécialistes des droits de l'homme, spécialistes de l'investigation et tout cela. Et je crois qu'il faut faire confiance aussi à la personnalité du président de la commission, qui est quand même un cadre expérimenté, qui a beaucoup travaillé sur ces questions et qui a, lorsque la conférence de presse qui a été organisée a été précédée de 3 jours d'atelier pour faire comprendre à tous les membres de la commission qu'il doit avoir une unité d'approche des problèmes. Les membres ne sont pas là pour chacun défendre son côté, ils sont là dans le cadre d'investigation, de recherche et de travaux sur la réconciliation. La CMA, première vice-présidente de la commission, qu'est-ce que vous en pensez? Non, ce qui est réel, c'est que Mme Ouellet est une personnalité très politique. C'est un tempérament qui a dit des choses extrêmement dures au moment où le MNLA était dans une phase de provocation. Mais il faut, d'un autre côté, retenir qu'elle a eu également des propos très durs sur les djihadistes lorsqu'ils ont occupé les principales villes du nord du pays. Bon, maintenant, il faut laisser à chacun sa chance de travailler dans la commission. Dans le texte de création de la commission, il y a un article qui stipule que l'autorité qui nomme peut extraire de cette commission un membre qui se comporte contrairement à l'esprit de la commission. Donc cela veut dire que celui qui pose des actes qui ne sont pas en faveur du travail de la commission sera retiré de cette commission. Abdoulaye Niang de la radio Dambé, pensez-vous que remonter jusqu'en 1960 est utopique? Oui,
On dit bien souvent que la parole, c'est comme un lièvre. Un veilleur peut le débusquer comme un gamin. Mais attention, dès que vous le faites, il ne faut pas qu'il s'échappe. Donc, remonter jusqu'à 1960, je ne vois pas pour quel intérêt. Pourquoi aller déterrer les vieux conflits, d'ailleurs qui n'existent même plus, les remettre sur la place publique, créer d'autres frustrations encore, alors qu'il y a un problème qui est là. On ne parvient pas à gérer cela adéquatement. On veut remonter maintenant jusqu'à 1960 pour, je pense, devenir un Nelson Mandela. Je ne vois pas l'importance sur la vie. Vous ne pensez pas que cette dernière révolution de 2011-2012 tire sa source des problèmes passés entre le Mali et certaines zones de son territoire? Quand vous dites le Mali, il n'y a pas d'autres zones, c'est le Mali. Le Mali et d'autres zones, ça veut dire qu'on est en train de morceler le Mali à notre insu. Le Mali, c'est le Mali. Donc, c'est la thèse selon laquelle, les conflits ayant affecté le nord du Mali, on parle de quels conflits? Certains ont pris des armes, ils se sont révoltés contre et ils ont mis en cause l'autorité de l'État. Vous voulez que les problèmes soient gérés comment? On a vu les problèmes corses, comment ça a été géré en France. Et vous voulez que les Mali laissent les gens remettre tout le temps en cause l'unité nationale, l'intégrité territoriale, tuer les gens tout bonnement, des gens qui ont été privilégiés par rapport à tous les autres citoyens, des gens, c'est-à-dire l'entité qui ne mérite même pas de prendre des armes, c'est cette entité-là qui a pris les armes. Diongounda l'a dit à François Hollande. Le Mali a accepté la discrimination positive. Une discrimination, c'est toujours négatif. On dit la discrimination positive pour qu'on puisse avoir la paix. Mais jusqu'à présent, on n'arrive pas à avoir la paix. Une autre commission sera implantée. On dit que c'est une commission de vérité, justice et réconciliation. Les bandits qui ont pris des armes et qui ont fait toutes sortes de crimes, on veut maintenant qu'on les pardonne impunément et enterrer cette histoire. Là est la question. Est-ce que cette forme de justice traditionnelle se substitue à la justice classique, Gaussou Drabo? Non, c'est pas... Oui, je crois qu'il faut faire attention aux mots vérité et justice. Et ça doit rejoindre votre souci. C'est-à-dire, sans la vérité, vous ne pouvez pas aller vers la réconciliation, c'est impossible. Sans la justice, vous ne pouvez pas aller vers la réconciliation. Donc, je crois que vous et moi, on a en tête des événements bien précis qui ne peuvent pas subir le pardon, qui sont impardonnables à tout point de vue et sur lesquels il faut que la justice, non pas transitionnelle, mais pénale, s'exerce. Donc, je crois qu'il y a des choses qui peuvent se régler par la vérité, la discussion et le pardon, et il y a d'autres qui vont se régler par la justice. Ils l'ont dit au sein de cette commission ne se substitue absolument pas à la justice classique. C'est un discours politique. C'est un discours politique. Justice transitionnelle, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un discours politique. C'est une façon de faire admettre par les Maliens les crimes qui ont été commis, et c'est tout. Le président du comité, Ousmane Oumarou, dit que cette commission qui est composée de 15 membres, faisant autorité, ont été choisis selon des critères d'intégrité intellectuelle et d'attachement sincère aux valeurs d'équité, de justice et de paix. Qu'est-ce que vous en pensez? Disons que c'est le minimum qu'on puisse demander à quelqu'un qui entre dans la commission. On peut lui demander également, parce que vous savez, l'avantage de la justice transitionnelle, là, c'est qu'elle fait très attention aux victimes. Regardez en Afrique du Sud. C'est parce qu'on a donné la parole aux victimes que des choses sont sorties sur les pratiques de l'apartheid. Et ce sont des personnes entièrement oubliées qui ont pu témoigner contre l'arbitraire et contre les exactions. Donc, je ne dis pas que la justice transitionnelle est une manière de tout résoudre, mais au moins dans la première phase, elle permet aux victimes de s'exprimer. Et vous-même, vous le savez en tant que journaliste, très souvent ce qu'on entend de nos compatriotes qui se trouvent dans le Nord, ils disent que mais personne ne les écoute. Personne n'a une idée des souffrances et des tribulations qu'ils ont traversées. Donc déjà dans la première phase, faire parler les victimes et écouter et obliger toute la nation entière à écouter ces victimes, c'est déjà un grand pas en avant.
Alors, Moi, je pense que dans cette même crise malienne... Permettez juste une petite seconde, le temps de prendre la pause et nous serons de retour sur ce plateau. Une réaction, Un avis? Un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Auditeurs, auditrices, merci de rester avec nous. Nous sommes vendredi 30 octobre et c'est le forum de la presse. Nous recevons Gaoussou Drabo du quotidien national L'Essor et Abdoulaye Niang de la radio Dambé. Nous avons pour vous choisi de parler de la situation sécuritaire avec le raid des FAMA à Mopti. Nous parlons à présent de la commission Vérité, Justice, Réconciliation. Niang était sur une lancée par rapport au travail de la commission, alors, Niang, Radio Effectivement, on parlait des victimes. Je pense que les victimes, on est en train de faire tout, j'ai l'impression, à leur insu. Je pense que les victimes maliennes ont beaucoup pardonné. Ce n'est pas la première fois qu'il y a cette réconciliation. Il y a eu cette rébellion cyclique. À chaque fois, les victimes pardonnent. Mais il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse un moment. On parle du problème du cas de l'Afrique du Sud. Ça, c'est un problème entre race noire et race blanche. Donc, c'est la partie, ce n'est pas le même problème. Donc, on ne peut pas prendre les cas sud-africains pour transposer ça au cas malien et traiter de la même façon. Ce qui n'est absolument pas l'objectif. Différents. Donc, Non, les problèmes sont bien différents. Ce n'est pas une question d'opposition, c'est une question de pratique, c'est-à-dire d'exaction. Oui, effectivement, les exactions, je ne parle pas, ce n'est pas noir contre blanc ou bien rebelle contre population. C'est ce que celui qui détient la force fait à celui qui ne détient pas la force. Voilà, la justice transitionnelle sert à cela. Bon, moi je ne pense pas que ce soit la meilleure formule pour résoudre ces problèmes, parce que ceux qui ont posé ces actes n'ont pas d'abord regretté ce qu'ils ont fait. Donc s'ils n'ont pas regretté, ils sont toujours avec un drapeau différent de celui du Mali, qui réclame toujours l'indépendance d'un territoire. Au même moment, on demande aux victimes de pardonner, mais pardonner quoi ? Alors, techniquement, ils reconnaissent l'intégrité du territoire national. Vous avez nuancé, vous dites techniquement. Voilà, techniquement. Ça veut dire qu'il y a autre chose. Est-ce que je pourrais dire à Niango, vous dites, demandez aux victimes de pardonner. Non, vous ne pouvez pas demander aux victimes de pardonner. Vous pouvez souhaiter que les victimes pardonnent dans certaines situations. Mais là où elles disent qu'elles ne peuvent pas pardonner, vous êtes obligé d'enregistrer le fait qu'elles ne pardonnent pas. Moi, je pense que dans ces cas, les victimes ne sont pas des individus, mais les pays. C'est le Mali qui est victime. Toutes les composantes de la société malienne, toutes les ethnies maliennes espérons sont donc que de cette toutes ces situation. questions vont se régler au sein de cette commission Vérité, Justice, Réconciliation, que ce soit des individus touchés ou que ce soit le Mali qui soit touché, mais espérons que le tour des questions soit fait au sein de cette commission. Ceci m'amène à parler du comité de suivi des accords d'Alger qui s'est réuni pour sa 5e session, pour son 5e round. Des travaux du comité de suivi qui apparemment cette fois-ci vont aboutir à des résultats. Pour quelles raisons ? Puisqu'on voit que la coordination des mouvements de la Zawad, la CMA et la plateforme ont annoncé avoir scellé un pacte d'honneur allant dans le sens de la paix sur la question de la Nefis. On a vu les efforts du gouvernement pour la réouverture des classes à Kidal avec cette mission d'évaluation qui s'y est rendue pour faire l'état des lieux en matière d'amélioration des conditions de vie. L'eau, l'électricité, etc. sont des denrées dont les Kidalois ont besoin aujourd'hui. Et le gouvernement a fait cet effort-là. Et un fait très important, c'est que certains éléments de la CMA ont accompagné le président Ibeka en France lors de sa visite d'État, ce qui est un symbole fort, avec plus de 80 milliards de nos francs mobilisés pour le développement des régions du Nord. Le ministre Amadoune Konaté a déclaré hier que personne n'est sorti de la salle pour une fois. Alors, Gaoussou Drabo, qu'est-ce qu'il faut penser ? Maintenant qu'il y a de l'argent, personne ne boude, personne ne sort de la salle ? Oui, non, c'est une remarque qui ressemble à une boutade, mais qui n'est pas fausse. Bon, c'est-à-dire que, vous savez, ce que nous sommes en train d'entreprendre est quelque chose d'extrêmement difficile. Et il y a, disons, parce qu'il faut faire cohabiter une sensibilité malienne et également une vision de nos partenaires. La sensibilité malienne, Niang l'a exprimée par plusieurs côtés.
Parfois, mais nous devons parfois faire violence sur nous-mêmes pour dire que bon, la paix, la réconciliation, ça va se conquérir très lentement et très difficilement. Et parfois, nous serons déçus par le manque de loyauté ou bien par la versatilité de nos partenaires. Mais il n'y a pas d'autre chemin que celui-ci pour essayer d'avancer. Nous sommes obligés de montrer des preuves concrètes de progression dans la résolution du problème pour effectivement obtenir une aide, disons, plus sincère et plus conséquente de nos partenaires. Mais moi, très sincèrement, en tant que citoyen malien, je regarde moins le comité de suivi pour l'application que les efforts que nous faisons de nous-mêmes. Parce que je crois que le comité de suivi est très bureaucratique, il prend son temps, et pour lui on dirait qu'il n'y a aucune urgence, alors qu'il y a une urgence de calendrier. Donc vraiment, je pense qu'il vaut mieux faire ce que nous pouvons nous-mêmes entre Maliens pour faire avancer la cause de la paix et de la réconciliation, et on rencontre au comité de suivi. Mais on ne se laisse pas dicter le calendrier par le comité de suivi. Ce qui m'amène à poser la question suivante à Niang. Il y a la CMA et la plateforme qui ont dit, la CMA qui était à l'époque contre le Mali, la plateforme pro-Mali, ils ont dit qu'il fallait que la communauté internationale, le gouvernement, tout le monde les laisse discuter entre eux qui s'entendront. Est-ce que vous pensez que ce dialogue direct aussi a permis une décrispation de ce comité de suivi? Bon, je sais pas. Je pense que la CEMA est toujours contre le Mali, parce que jusqu'à ce que l'armée et l'administration ne retourneront pas à Kidal et que le drapeau malien ne sera pas hissé à Kidal. Donc, on ne peut pas dire que la CEMA... Il y a quand même eu une avancée, on va dire. Bon, dérisoire. Une avancée dérisoire que moi, je ne serais pas trop naïf pour me laisser emporter par ces résultats-là. Ce que je veux dire est que le comité de suivi, je ne suis pas d'accord avec la structure de ce comité. On met en place un comité qui va prendre en main la destinée du pays pendant au moins 10 ans et on donne ça à un pays frère, l'Algérie, qui est présidé par l'Algérie et d'autres pays. Le gouvernement malien, certes, est là-dedans, il y a les groupes armés qui sont là-dedans, mais la France est dans ce comité avec double manteau. D'abord, le manteau du Conseil de sécurité, le manteau de l'Union européenne, représenté dans cette crise à travers la France. Donc, la France est le problème. La France ne peut pas être la solution, comme Hollande l'a dit, c'est Bachar qui est le problème en Syrie. Donc, il ne peut pas être la solution. La France ne peut pas être à la fois le problème et la solution. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de préparer les ingrédients d'une autre guerre au Mali. La Campus 15 qui est créée, on veut l'exclure du jeu. Et ils ne vont pas se laisser faire. C'est là... Si mes informations sont fiables, la Campus 15, à qui l'on a demandé d'intégrer ou la plateforme ou la CMA pour être représentée dans le comité de suivi, pas l'exclure. Ça, c'est une autre forme. Parce que leur demander d'aller soit dans la plateforme ou dans la CEMA, ça, je ne trouve pas ça beaucoup sérieux. Parce qu'ils étaient auparavant dans la plateforme et dans la CEMA. On les a exclus du jeu et maintenant, on veut leur demander, bon, allez là où vous voulez. Ils vont à quel titre? Avec quel poste? Avec quelle responsabilité? Je veux bien savoir. Alors, dites-moi... La Campus 15 a pratiquement éclaté. C'est-à-dire que lorsque vous regardez... La question qui me brûle les lèvres avant d'en arriver là, c'est est-ce que pour asseoir une paix aujourd'hui, ou pour même parler de commission vérité, justice, réconciliation, le DDR n'est pas un passage vital? Il y a trop d'hommes en armes dans ces zones-là aujourd'hui. Justement. Et vous savez, dans tous les pays en conflit, la période post-conflit, l'un des plus gros problèmes, c'est effectivement le cantonnement et le désarmement. Le cantonnement, parce qu'il faut effectivement retirer du terrain des combattants qui s'y promènent librement et qui peuvent faire du n'importe quoi. Et le désarmement, parce qu'il faut à ce moment trier entre ces hommes en armes, ceux qui sont susceptibles d'être récupérés et ceux qu'on va ramener à la vie civile. Donc, on est en train d'approcher très très lentement de cela.
puisqu'on est juste au stade de l'identification des sites de cantonnement. Alors, on n'a plus que 5 minutes. On va très rapidement parler de ce dernier thème, l'opposition malienne qui fustige certains propos du président de la République envers un de ses membres. Il s'agit de Tchèblin Dramé, président du Parena. Dans un communiqué, le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, juge que IBK s'est livré à une attaque personnelle de façon gratuite, malencontreuse et injurieuse à l'encontre de M. Tchèblin Dramé, président d'un parti politique, membre de l'opposition démocratique et républicaine. Niang, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui le peuple malien a suffisamment de soucis? Est-ce qu'il ne faut pas penser aux vraies priorités? Les hommes politiques ont toujours été une honte pour le peuple malien. Ce sont eux qui nous ont... Niang est sévère. Le pays est dans cette situation. Ils n'ont d'autres moyens de nous récompenser que de s'adonner à un jeu. Je dirais c'est un jeu. C'est un jeu. Le gouvernement d'abord a réagi effectivement dans la démocratie. Il y a des critiques, donc il y a des débats. Mais le fait de se donner à des insultes, je dirais, parce que ce sont des insultes qui se lancent, et à des jeux de dénigrement et de calomnie l'un envers l'autre, ils constituent un danger pour l'unité nationale. La charte des partis politiques prône cette unité-là, mais eux, ils sont en train de diviser les Maliens, parce que l'opposition a une partie du peuple avec elle. La majorité a une partie du peuple avec elle. On est dans une crise. On ne sait même pas quelle va être l'issue de cette crise-là. Rapidement, Gaussou Drabo, est-ce que l'opposition est dans son rôle en critiquant, même en fustigeant ce que le président de la République dit? Bon, elle est dans son rôle, puisque son rôle, c'est de relever ce qu'elle pense être des erreurs ou bien des comportements inacceptables de la majorité. Mais je rejoins entièrement Niang en disant que vraiment l'événement a pris une importance disproportionnée. Il y a toujours des périodes de tension dans une vie politique, mais je crois qu'il y a des limites auxquelles il faut s'arrêter. Et je pense que ces limites sont atteintes. Merci. Maintenant, on va rapidement parler de ce dernier thème, le drame de Mina, le drame qui a fait plus de 300 morts maliens, 3 blessés, une soixantaine de disparus. C'est le dernier bilan. Le comité de crise des agences de voyage est rentré à Bamako. Niang, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on doit penser au dispositif par rapport à... Il y a quand même une soixantaine de disparus. Hein? Donc, est-ce qu'ils doivent être considérés aujourd'hui comme décédés? Oui, bon, si on trouve la chance de les retrouver, tant mieux, mais ce que Dieu décide, c'est ainsi. Donc vouloir ce que Dieu veut est la seule science qui nous met en repos. Je pense qu'on doit réfléchir pour tirer les leçons de ces drames et préparer de la meilleure façon les Hajj de l'année prochaine. Gaussou Drabo, un mot? Oui, non, je crois qu'on se rejoint sur cette question. Vraiment, la tragédie, comme l'a dit Niang, c'est un fait de Dieu. Mais, disons, il y a eu trop d'anomalies dans le déroulement du Hajj, dans l'organisation, je m'excuse, du départ de nos pèlerins. Vous écoutez les pèlerins, vous entendez les reproches qu'ils font. Et je crois que le devoir de toute autorité, c'est de veiller à ce que cet événement soit organisé avec un maximum de sécurité et que les pèlerins rendus au lieu saint soient bien suivis par ceux qui les ont amenés, et que lorsque quelque chose leur survient, qu'on puisse rapidement informer les populations de ce qui est arrivé. Malheureusement, nous avons été le dernier pays à faire le bilan. Auditeurs, auditrices, nous sommes au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Ils nous ont fait le plaisir d'être avec nous. Gaussou Drabo du quotidien L'Essor, Abdoulaye Niang de la radio Dambé. Merci messieurs d'avoir partagé avec nos auditeurs de Kayagao votre expertise de l'actualité hebdomadaire. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres sur notre site web www.studiotamani.org. Je suis Ousmane Diadje Touré à la présentation, Gagny Kanté à la technique, Mamadou Diouara à la régie vidéo. Cette émission a été réalisée par Sédou Fomba. Merci et à très bientôt. Le Grand Dialogue. Sigika Foba. Edawani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Maundi. Cheniberi. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le
grand dialogue.